question est finalement pourquoi un patient développe une réaction cardiovasculaire défavorable quand d'autres ne le font pas. Alors, je vais vous donner en fait, je vais revenir rapidement sur des considérations générales de variabilité pharmacologique. Il y a des pharmacologues devant moi, donc ils sont contents. On va reprendre quelques diapos, mais j'ai pensé que c'était assez indispensable en fait de repasser par là pour aller ensuite à la prédisposition à la toxicité, puis comment on peut essayer de la détecter. Et j'ai choisi de ne traiter qu'un exemple, parce qu'en fait on aurait pu faire beaucoup de choses. Je vais me concentrer sur la partie anthracycline et cardiopathie induite. Le but c'est en fait déjà parce qu'effectivement quand même au quotidien, ça représente le gros des troupes. C'est beaucoup de patients qui tombent dans cette catégorie-là. Et deux, mon but dans le topo, c'est de vous montrer un cheminement en fait, de réflexion jusqu'où on peut aller, qui pourrait s'appliquer à plein d'autres domaines. On aurait pu faire des myocardites induites par immunothérapie, on en a parlé ensemble, mais c'est quelque chose qui a été décrit depuis 3 ans, donc forcément le nombre de données est beaucoup plus limité à ce stade. Mais en termes de pourquoi certains ont ça et pourquoi d'autres ne le font pas, on va avoir exactement le même mode de pensée. Alors le point de départ, c'est celui-là. C'est que notre souci, c'est qu'on réfléchit avec les recettes qui nous sont données, hein, c'est normal, hein, les protocoles, donc vous avez tel type de cancer, tel type de traitement qui va s'indiquer. En plus, l'oncologie est un domaine là-dessus remarquable, hein, c'est excessivement bien codifié, il y a des guidages moléculaires qu'on n'a pas dans d'autres disciplines. Mais ça reste quand même globalement le rêve du un même protocole pour tout le monde. Mais en pratique, ce qu'on a, c'est ça. C'est-à-dire en fait des gens qui sont quand même un petit peu différents les uns des autres hein, et qui n'ont pas de raison de réagir exactement de la même manière au traitement. Alors il y a des facteurs qui sont évidents, on en a parlé, il y a l'âge, il y a des facteurs qui sont évidents qui sont à la diapo, il y a le poids, il y a un certain nombre de choses. En fait on fait déjà un petit peu cette démarche-là d'adaptation. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments qui en fait ont un index thérapeutique particulièrement étroit. Donc l'index thérapeutique, je fais ça pour les internes les plus jeunes, si c'était bien de leur rappeler, que c'est la marge qu'on a entre la dose. Entre la dose thérapeutique et la dose toxique. Et vous voyez qu'en fait, alors on peut faire ici, c'est un exemple très théorique, mais qui montre que lorsque l'index est à moins de 100, les deux concentrations sont très proches l'une de l'autre, et donc on va passer rapidement de l'effet bénéfique à l'effet toxique. On est typiquement dans ce genre de problématique en oncologie. Quand on regarde maintenant, c'est ce que je vous disais, on prend déjà quand même certains facteurs de variabilité en considération. La chose la plus évidente, c'est que la plupart en fait, des molécules sont prescrites en fonction du poids des patients. Je vais vous montrer que ce n'est pas égal, hein, ou ce n'est pas optimal, ce sera un petit peu plus tard, on y reviendra, et gardez ça à l'esprit. Vous voyez déjà deux choses. Un, quand on regarde, ce sont des données qui datent maintenant d'une petite dizaine d'années, qui étaient sur le développement de molécules. Vous voyez en fait que donc, les lignes, les colonnes 2 et 3, body surface ou alors body weight, sont des ajustements à la surface corporelle ou au poids. Vous voyez que sur des doses intraveineuses, c'est la majorité des molécules. Et vous voyez que sur le développement et l'avènement des thérapies orales, on est plutôt sur le domaine de la dose fixe, plus simple à gérer. Hein, si vous devez commencer effectivement à avoir un comprimé adapté, c'est plus 20 mg pour tout le monde, mais c'est entre 5 et 42, ça va devenir plus compliqué à gérer. Donc ce facteur-là, aussi simple que ça, n'est déjà pas pris en compte. Or, tu l'as très bien dit, l'obésité est un facteur de risque en fait, de cancer. On a aussi des patients avec l'âge qui parfois sont de tout petits poids, et on est obligé, et on a déjà ce premier facteur-là évident, qui est déjà difficile à maîtriser. Alors ensuite, et je finis là-dessus sur les bases théoriques, la problématique, c'est bien sûr une problématique de pharmacocinétique. Beaucoup des molécules qu'on va utiliser sont des molécules inférieuses de s'affranchir de la problématique d'absorption, mais ça ne permet pas de s'affranchir de la problématique de la distribution de la molécule dans l'organisme, et ça ne permet pas de s'affranchir de la problématique de l'élimination et de la variabilité d'élimination de la molécule à partir de l'organisme. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que ce schéma-là, et on l'a appris dans nos études de pharmacologie, ça s'appelle la théorie d'arrière, c'est-à-dire qu'en fait l'effet est proportionnel à la concentration en fait, de traitement que vous avez. Je vais une modératrice formidable. Voilà, l'effet est proportionnel à la concentration de molécules que vous avez au niveau de votre site d'action. Mais en fait, il m'a fallu d'ailleurs en fait en
commençant à travailler en cardio-oncologie, un certain temps pour comprendre que ça c'était très vrai quand on était sur des modèles physiologiques. Lorsqu'on est en oncologie, beaucoup des thérapies sont ciblées sur un certain nombre de récepteurs ou de voies qui sont justement particulièrement perturbées dans les cellules tumorales et qui ont par définition en fait une différente expression ou une différente de fonctionnement qui est propre en fait à votre tumeur. Ça modifie en fait totalement cette relation-là et savoir ce qui se passe à même concentration sur les effecteurs et l'ensemble de l'effet derrière est probablement très très faux et variable d'une personne à l'autre, mais ça va être beaucoup plus difficile à apprécier bien entendu. Alors je vais vous partir, en fait, je suis parti d'un cas clinique, un vrai patient de 53 ans. Il a un lymphome de Hodgkin qui est diagnostiqué au début de l'année 2018. Il est donc, alors pour les non-oncologues, c'est un protocole classique, la BVD. Vous verrez qu'en gros, il y a deux trucs, les deux acronymes qui vont vous revenir toute la journée, c'est les chocs et les air shocks, et puis la BVD. Alors le A, en fait, c'est celui-là qui va nous intéresser, parce qu'il reçoit de l'adriamycine, donc qui est l'une des anthracyclines, avec comme vous l'avez, comme l'a très bien dit Mariana, finalement, c'est souvent jamais des monothérapies, mais vous voyez, c'est des combinaisons de thérapies, c'est classique. Qui reçoit sa première fiole le 19 janvier 2018, il n'avait pas d'antécédent particulier, il n'est pas particulièrement obèse ou maigre, il a juste une hypertension artérielle sous-jacente depuis quelques années, mais qui est bien traitée, c'est pas peut-être minime dans l'histoire, on va voir. 10 jours après, il est hospitalisé en urgence pour en fait un choc cardiogénique avec une détresse respiratoire sur un œdème pulmonaire massif. Lorsqu'il est transféré en réanimation, vous voyez, on trouve une dysfonction systolique ventriculaire gauche majeure avec une fraction d'éjection excessivement altérée à 20%. Le retour sur le dossier pharmaceutique, donc il a reçu une dose d'adriamycine à 25 mg par mètre carré, c'est-à-dire quelque chose qui est tout à fait dans le standard et la norme d'une première administration. Alors pourquoi j'ai commencé par là? Parce que vous voyez, c'est quand même assez, c'est pas quand même tous les jours que vous avez dès la première administration, 10 jours après, vous vous retrouvez avec une cardiotoxicité, même quand vous voyez qu'on n'est pas sur des gens particulièrement, un cas, voilà, c'est quelqu'un de tout venant. Alors première chose, il y a, donc vous pouvez prendre en photo cette diapo si vous voulez, ou regarder ces papiers, il y a eu un certain nombre d'efforts qui ont été faits par la communauté pour lister les molécules qui sont les plus fréquemment associées à des toxicités, ici en termes de dysfonction ventriculaire gauche. Je vais me concentrer là-dessus. Vous voyez qu'en haut et en tête d'affiche, vous avez effectivement les anthracyclines, très probablement parce qu'effectivement elles sont toxiques, c'est ce qu'on va voir ensuite, parce qu'elles sont très utilisées dans beaucoup de protocoles. Vous voyez qu'il y a une dose dépendance et que le niveau en fait, de risque dépend de la dose qui va être administrée. Vous voyez qu'on l'indique souvent à 400 à 450 mg par mètre carré. Vous voyez qu'ici, dans notre cas, on était très largement en dessous. Néanmoins, à 400 à 450, vous voyez qu'on commence à avoir entre 3 et 5% d'incidence de gens qui vont développer une toxicité. Il y a d'autres molécules de la même classe qui ont été développées justement pour essayer d'éviter ça, mais ça pose aussi des questions sur le protocole thérapeutique, sur est-ce qu'on maintient l'efficacité. Et puis il y a un certain nombre d'autres molécules qui sont aussi associées à la dysfonction, ça ne fait pas les traiter, c'est juste qu'on va donc se concentrer sur la dialyse. Alors il y a trois choses qui me semblent importantes à comprendre à partir de ce cas. Premièrement, d'où viennent ces notions de dose dépendance? Elles viennent, vous voyez, de données qui sont vraiment très très vieilles. Ça date de 1979. Je ne sais pas si l'organisatrice de cette journée était née. Mais donc vous voyez qu'en fait on a décidé que c'était à 400 mg de seuil de cardiotoxicité. Pourquoi? Parce que c'est à peu près là où on compare à peu près les 5%. Mais ça ne veut pas dire qu'en dessous on ne peut pas développer. Personne n'a absolument dit ça. En fait, le risque existe dès la première dose. Si vous regardez maintenant la même chose, vous voyez alors par échelle de dose de 150 à 850 mg par mètre carré, vous voyez qu'effectivement le risque, donc c'est plusieurs études qui ont été coulées ici, il est en fait de 0,2% pour les gens qui reçoivent une toute petite dose. Ce qui est absolument impressionnant, c'est qu'effectivement si vous donnez plus de 850 mg par mètre carré, c'est 100%. À tous les coups, vous aurez forcément une dysfonction ventriculaire gauche qui arrive. Et donc pourquoi on a mis ce seuil à 400 à 450? C'est parce que vous voyez, c'est ici un petit peu qu'il y a une petite cassure dans la distribution. On commence à dépasser les 5% et on commence à aller en dessous. Mais ce que je veux vous faire comprendre tout de suite, c'est que c'est pas parce qu'on donne une dose très forte qu'il y aura forcément une dysfonction ventriculaire gauche, parce que c'est très important pour les gens qui ont des re-challenges, qui ont des récidives, et parfois on contre-indique parce qu'ils ont 450 mg. C'est un petit peu dommage, vous voyez que c'est pas forcément, il y a peut-être encore une marge de travail justement avec des cas locaux pour essayer d'accompagner. A l'inverse, c'est pas parce qu'on a donné moins de 400 mg
que ça élimine tout risque de cardiotoxicité. C'est absolument faux. Et c'est ça qui est relativement important à comprendre, c'est que lorsqu'on va parler des schémas de prévention et de qui sont ces gens, il y a des schémas de prévention et de suivi, et c'est ce que tu disais Patrick tout à l'heure, sur la détection par échographie ou par les dosages de troponine qui sont sur la population générale des patients. Et puis il y a c'est super sensible. Et ces super sensibles, c'est en fait ceux qui sont les outliers et qui sont probablement ceux qui ont des prédispositions très particulières. Bah, c'est typiquement le patient que je vous montre en première dose, lui, il a un cours qui est un petit peu différent. Deuxième chose, et là ça rejoint votre remarque, madame. Ici, ce qui est aussi très surprenant, c'est qu'il faut 10 jours pour passer d'une fonction normale à un cataclysme cardiaque. Mais effectivement, c'est ceux qui ont des cardiotoxicités très précoces qu'on les voit parce qu'ils sont suivis, ils sont au cours de leur cure de chimiothérapie, donc forcément ils sont très visibles. Mais vous voyez maintenant, quand on commence à se mettre, là, ici, j'ai remarqué dans l'étude, mais le temps derrière les anthracyclines, je ne sais même pas ce que c'est bien des années qui sont marquées. Donc on est ici à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et en fait, vous commencez à avoir en fait, une courbe d'augmentation de la dysfonction qui apparaît après 10 ans. Hein. Et ceux-là sont souvent en fait totalement invisibles. Donc on va parler de cardiotoxicité de prédisposition, il y a la prédisposition très précoce, mais il y a la prédisposition tardive. C'est pas tout à fait le même débat, c'est pas tout à fait la même chose. Et vous voyez que cet effet en fait sur les doses à plus ou moins de 250 mg, il est vrai de manière précoce, il est un petit peu moins vrai de manière tardive, mais c'est vraiment suivi, vous voyez qu'on se rejoint. Donc ça c'est un deuxième concept qui me semble être très important, et ça c'est une réflexion qui est, je le montre ici sur la DMSI, mais qui va être vraie pour l'ensemble des toxicités liées à ces molécules. Et puis la troisième chose, c'est qu'en fait, quand on regarde le mécanisme d'action, il n'y a en fait aucune raison de penser qu'il y a des gens qui vont faire la cardiotoxicité quand d'autres n'en font pas. En fait, quelque part, tout le monde l'a fait. Mais tout le monde l'a fait à des échelles plus ou moins importantes. C'est ça la clé. Ça fait partie du mécanisme d'action. Ces molécules sont des molécules cytotoxiques qui ont pour objectif en fait de bloquer en fait des poisons, de provoquer des cassures de votre ADN et d'induire un processus d'apoptose cellulaire. Donc la question c'est est-ce que ça c'est vrai que sur les cellules tumorales ou est-ce que ça arrive aussi sur les cardiotoxines. Donc ça a été testé. Je vous ai juste mis en fait la figure centrale qui résume en fait le papier. C'est un papier où on a pris des cardiomyocytes, donc des cellules cardiaques contractiles, on a mis la dose sur la glycine dessus, une dose, des doses répétées. En fait, dès la première dose, vous induisez effectivement 3 modifications qui sont un stress oxydatif majeur, une diminution de la fonction mitochondriale très importante et une augmentation des voies P53, c'est-à-dire des voies en fait pro-apoptotiques, et vous arrivez en fait à un décès de vos cardiomyocytes. Donc dès la première dose, je pense qu'on peut le considérer comme ça. Tout le monde en fait a une certaine forme de cardiotoxicité, mais plus ou moins importante. Et ce qu'on va voir, ce qu'on va considérer comme cardiotoxique, c'est ceux qui ont en fait les formes les plus sévères, en nous disant que les autres ont probablement eu aussi une certaine forme de cardiotoxicité sous-jacente. Alors, comment on va faire maintenant? Donc, qui sont ces patients? Comment on les détecte et puis d'où ils viennent? Alors, premièrement, il y a les facteurs visibles. Les facteurs visibles, c'est, et c'est très bien dit Mariana, je pense que ça doit être un message clé de la journée, c'est que finalement, si on ne stratifie pas et qu'on n'essaye pas d'identifier les patients à priori sur ce qu'on voit, comme tu l'as dit, de toute façon, on est dépassé par le N, donc on va avoir tout le monde et puis on serait très inefficient, donc ça ne sert pas à grand chose. Et puis à l'inverse, il y a des choses évidentes qui doivent nous sauter aux yeux et tout de suite indiquer que peut-être un cursus particulier doit être mis en place pour ces patients-là. Vous voyez? Et c'est ce que, pour rappeler tout à l'heure, je vous ai dit, la plupart des posologies sont adaptées en fait à la surface corporelle au poids, donc justement pour enlever ce facteur poids. La gliamycine, c'est adapté à la surface corporelle, c'est par mètre carré. Bah, vous voyez que malgré ça, lorsqu'on regarde en fait, c'est une étude assez récente, c'est une étude française, qui a donc regardé en fait les risques de cardiotoxicité sur quelques années en fait chez des femmes avec cancer du sein en fonction de leur poids. Bah, vous voyez qu'en fait, quand vous êtes obèse ou quand vous êtes en surpoids, vous avez un risque supérieur, significativement supérieur de cardiotoxicité par rapport aux autres. Et en fait, je pourrais coupler comme ça avec d'autres facteurs de risque. Dès que vous avez de l'hypertension sous-jacente, peut-être que le cas que je vous ai montré tout à l'heure, le fait qu'il ait l'hypertension peut-être pas très bien contrôlée et passé inaperçu, et était peut-être un facteur qui aurait pu tout dire, il n'est peut-être pas si classique que ça. Le fait que vous fumiez, l'âge, et donc vous avez effectivement posé la bonne question tout à l'heure. Cette courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, si on la reprend maintenant par catégorie d'âge, vous voyez, c'est tout à fait la même courbe. Donc l'âge de plus de 60 ans, vous voyez, c'est celle qui prédomine. Donc effectivement, avec on envoie des molécules cardiotoxiques sur un terrain cardiovasculaire déjà en fait avec le vieillissement normal et déjà agressé, ben, on a plus de chances d'avoir une
cas de toxicité pour des doses plus faibles, si on est dans un autre cas. Et puis à l'inverse, vous voyez, ce qui est assez surprenant, c'est que effectivement, c'est ce que vous disiez, là, ça vient de ça, ça vient de là, les données dont on parlait, l'âge de moins de 15 ans, bah, en fait, il se situe ici, il n'est pas en bas, c'est entre 15 et 30 kg. Effectivement, lorsque vous arrivez sur un terrain qui n'est pas encore formé, on est aussi en voie de développement, vous voyez que les effets sont significativement plus délétères que sur une période d'ici 15 quand on voit sur des sujets un peu plus. Donc vous voyez des facteurs simples, le poids, l'âge, le fait qu'il soit hypertendu, le fait qu'il soit fumeur, le fait qu'il y ait déjà des facteurs de risque cardiovasculaire super importants. Comment les détecte? Tu l'as montré, donc je vais aller très rapidement là-dessus. En fait, si on ne peut pas parler de prédisposition et de gens qui vont avoir une cardiotoxicité anormale ou traitement naturel sans les détecter, globalement c'est de l'imagerie et puis des biomarqueurs. Et là, eh bien, il faut dire ce qui est. J'ai essayé de prendre cette diapositive parce que c'est le docteur Layoun qui nous l'a prêté vendredi et pas encore publié. Donc je n'ai pas, c'est pas tout à fait la dépôt originale pour des problèmes de confidentialité, mais juste pour vous dire que est-ce que effectivement pour tous il faut une évaluation lorsqu'on va prescrire un traitement cardiotoxique avant et après, ça me paraît évident. Est-ce que lorsqu'on a en fait un risque accru et qu'on anticipe le fait qu'il y ait plus de problèmes, il faut accroître cette surveillance pour détecter ces gens-là, ça paraît aussi évident. Mais alors là, par contre, vous donnez des recommandations aujourd'hui. Je pense que c'est une vraie consultation pluridisciplinaire à avoir avec l'ensemble des équipes. C'est ce qu'a très bien montré Marina, c'est une décision qui est vraiment plusieurs. Très difficile de dire où il faut le faire systématiquement, au deuxième cycle, au troisième cycle, au premier cycle. Vous voyez, à la limite, au deuxième cycle, sur le cas que je viens de vous raconter, ça n'en sert à rien. Il va falloir faire la troponie le lendemain, peut-être pour se rendre compte qu'il y a un problème. Donc c'est très. Aujourd'hui, c'est pas bien cadré. Ça, malheureusement, je n'ai pas de recommandation. Alors, je vais finir sur. Mais finalement, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette prédisposition, cette plus forte sensibilité à certains médicaments et quand d'autres ne le font pas? Alors, est-ce qu'il y a vraiment des facteurs intrinsèques, propres à chacun, qu'on ne voit pas, le facteur invisible, qui explique ça? Et cette réponse-là, on l'a eu récemment par un très beau papier que je vais vous développer un tout petit peu, qui a été publié en 2017, donc vous voyez, c'est très récent, et la réponse est oui. La problématique principale qu'on a, c'est que lorsqu'on travaille en cardiologie et sur l'insuffisance cardiaque, on n'a pas accès en fait aux cardiomyocytes humains. Ça va être un petit peu compliqué. Nous, ça limite beaucoup, les oncologues, on les envie à longueur de journée parce qu'ils ont accès à la tumeur et qu'ils veulent travailler dessus. Nous, en cardiologie, malheureusement, on ne peut pas travailler directement sur le cœur. Mais on a des techniques pour pouvoir y arriver maintenant. On a une technique qui est le fait de pouvoir repartir de cellules somatiques, de cellules normales en fait d'un patient et de pouvoir les reprogrammer pour leur rendre un état souche qui s'appelle les cellules souches pluripotentes induites. Quel est l'intérêt en fait de ça? C'est que ces cellules animent les cellules embryonnaires et donc elles sont à peu près, c'est un équivalent de J4 de notre vie en fait, en gros pour faire ça, pas J1 mais c'est un J4 à peu près. Et donc elles sont capables de se différencier dans les principales lignées, mésoderme, endoderme, ectoderme, et de pouvoir reformer des cellules propres à un organe. Donc ça veut dire que ces cellules, une fois qu'elles sont reprogrammées, elles s'auto-régénèrent, elles sont capables d'être différenciées. Et ici, ce qui nous va nous intéresser pour les cardiologues, c'est qu'elles peuvent faire du muscle cardiaque et donc du cardiomyocyte. Donc ça, c'est original parce que ça a offert, donc il y a eu le prix Nobel aussi, Shinya Yamanaka, ça a offert, c'est une découverte en 2008, maintenant ça fait 12 ans, mais ça a ouvert une possibilité qu'on n'avait pas auparavant, pour travailler sur du matériel humain, de pouvoir en refaire en fait à partir d'un simple prélèvement sanguin. Maintenant, au début c'était des biopsies cutanées, maintenant on peut le faire à partir d'une simple prise de sang, un outil d'étude d'un certain nombre de processus propres au cœur humain. Ça je vais passer parce que ça c'est le mécanisme sur la façon dont ça arrive. Donc je vous montre en fait ce que ça donne, si ça passe sur des. Voilà. Vous voyez en fait assez rapidement, vous vous retrouvez, en fait vous partez de ces cellules de patient, en à peu près un mois vous pouvez avoir ces cellules souches, en à peu près 2 mois vous pouvez reprogrammer à avoir en fait des cellules contractiles qui vont être les cellules, non pas de tout le monde, mais les cellules de votre patient. Donc c'est ça l'intérêt. Donc pourquoi on fait ça? Parce que en fait, ces cellules IPS, vont avoir intrinsèquement le matériel génétique et génomique de votre patient. Ils conservent l'empreinte et la trace de votre patient. Et donc, la question c'est ce que je vais vous montrer après, c'est est-ce qu'on peut utiliser ça comme un outil pour justement voir s'il y a une origine génétique, à une disposition à un médicament. Donc ça a été très bien fait sur des maladies génétiques. Est-ce qu'on peut le faire aussi sur le médicament?
Ça a été fait, et la réponse est oui. Et donc ça donne la réponse très claire que ces gens qui sont prédisposés à faire, ils ont une prédisposition propre. Et donc c'est une étude qui a été faite, vous voyez, sur 8 femmes avec cancer du sein qui ont reçu la doxorubicine, vous voyez, à petite dose, 240 mg par mètre carré, dont 4 ont eu une dysfonction ventriculaire importante, entre 10 et 45% de façon d'éjection à la suite de cette administration. 4 contrôles en même temps de l'autre côté, qui sont vraiment des gens qui ont reçu les mêmes doses, n'ont pas eu de soucis, et ils ont pris en fait des gens qui n'ont pas de cancer du sein et qui n'ont pas eu qui sont matchés en âge et en corps, bien sûr, pour voir et faire le comparateur. 3 groupes. Qu'est-ce que on se rend compte? On se rend compte qu'en fait les cellules, donc ces cardiomyocytes qui proviennent de ces patientes qui sont plus sensibles, de base, ils n'ont pas de problème. Mais quand vous leur mettez la doxorubicine, ce qui produit 2 choses immédiates, c'est qu'elles font beaucoup plus rapidement, beaucoup plus apoptose. Donc ce programme en fait apoptotique qui s'active chez tout le monde, elle est particulièrement plus actif, il va aller beaucoup plus rapidement à l'apoptose. Et le niveau de stress oxydant, on le voit très bien ici, pour une toute petite dose de doxorubicine est explosif. C'est-à-dire comme si en fait elle était super sensible et qu'il y avait un programme qui était déjà là et qui fait que on est petit, grand, rapide, pas rapide, intelligent, pas intelligent, etc. On est plus ou moins sensible à une réponse à la doxorubicine, et ça vous voyez que c'est vraiment intrinsèque au patient. Alors c'est très intéressant aussi, ils ont fait appel, on peut faire du profilage transcriptomique et regarder vraiment de manière très précise, moléculaire, qu'est-ce qui peut expliquer ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une dérégulation très claire chez ces cellules-là. Et il y a en fait 3 choses et 3 programmes génétiques qui sont particulièrement sensibles à la doxorubicine. Le premier, c'est ces programmes de dents cellulaires qui sont plus actifs chez ces patients qui sont sensibles à la doxorubicine. Deuxièmement, les programmes en fait de cardiomyocyte, de ce qui fait l'identité du cardiomyocyte, lorsque vous mettez la doxorubicine, le cardiomyocyte se dénature, il se désagrège l'ensemble de son architecture et il y a une sensibilité préférable pour en fait le dénaturer. Et ils ont aussi un nombre de base plus petit de mitochondries, parce que c'est les mitochondries de maman, puisque c'est maman qui donne les mitochondries, qui ont été moins performantes, qui sont plus sensibles à la doxorubicine. Je ne sais pas, je n'ai pas été dire que c'est un problème encore une fois féminin. Mais voilà ce qui est observé. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui est propre à l'opération qu'on ne voit pas forcément. Et c'est compliqué pour voir ça, pour avoir refait des étapes très compliquées après l'étape de recherche. Alors qu'est-ce que ça peut être? Donc forcément, maintenant que je vous ai montré ça, j'arrive à la dernière partie, c'est est-ce que c'est génétique? Et là malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations. On n'a pas beaucoup d'informations parce qu'on n'a pas beaucoup d'études. En fait, on a les outils pour pouvoir faire ça. On n'a malheureusement pas énormément d'études pour pouvoir voir ça. Donc il y a une étude très récente qui a été publiée il y a un peu moins de 6 mois dans Circulation qui est très intéressante là-dessus. Ils ont pris 213 patients. Alors bon, c'est des cardiomyopathies induites par anticancéreux. Il n'y a pas que de la doxorubicine, on peut critiquer, mais enfin néanmoins, c'est pas inintéressant d'avoir pris l'ensemble de ces cas. Vous voyez que c'était 99 cas des tumeurs diverses, 73 des cancers du sein et 41 des leucémies aiguës, plutôt là des enfants dans ce cas-là, plutôt des adultes dans l'autre cas. Ils ont regardé en fait chez ces patients déjà si ces patients ont des mutations qui sont traditionnellement associées à des cardiopathies génétiques. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'il y a peut-être, vous savez, donc, il y a des formes de cardiopathie génétique, on est porteur de mutations sur des composants essentiels, des protéines essentielles de la formation du cœur, du cardiomyocyte. Peut-être que ces gens-là en fait ont une forme un peu silencieuse de cardiopathie génétique, et lorsqu'on leur met un agresseur, forcément c'est là où ça se révèle. Alors c'est un petit peu ce qu'ils voient, mais vous voyez c'est très important de regarder les chiffres. Sur ces 213 patients, ils ont effectivement une surreprésentation de variants dans un des gènes qui s'appelle la titine, je vais vous montrer ce que c'est après, mais ça représente 7,5% des patients, versus 1% dans la population générale. Donc il y a 2 choses qui sont quand même à voir, c'est que s'il y a une origine génétique à la prédisposition à un médicament, c'est possible, mais elle va être multigénique plutôt que monogénique. Parce que là, vous voyez qu'en faisant déjà ce script, vous arrivez à monter à 7,5%, et à 92,5%, vous n'avez pas d'idée, mais ça ne peut pas potentiellement être ça. Deuxième chose, vous voyez aussi que 1% de la population générale a ces variants, il n'y a pas de pathologie cardiaque, donc c'est des choses qui sont assez communes. On n'est pas dans la maladie, c'est pas la myopathie du chêne, pas une mutation, et vous êtes forcément malade. On est vraiment dans des variants génétiques conférant une susceptibilité accrue à faire. Donc c'est plus compliqué déjà à analyser. Ensuite, quand on regarde, ce qui n'est pas inintéressant par contre, c'est que certes, au niveau diagnostique, le pouvoir est peut-être limité. Voilà, on va pas
après, sur la base de ces études, on relie l'ensemble des patients qui vont se rendre sur domicile vers un screen génétique. Par contre, lorsque vous êtes porteur de ce variant, on voit que significativement, vous faites des formes plus graves. Vous faites des formes plus graves de dysfonction après sur domicile. Il y a plus de cas d'insuffisance cardiaque et il y a une récupération en fait de l'insuffisance cardiaque qui est plus compliquée. C'est ces patients qui ont déjà en fait des mutations au niveau de cette protéine. Alors cette protéine, c'est quoi? Si vous avez déjà gonflé en fait un pneu avec une pompe à vélo, et ben la titine, c'est le tiers sort au bout de la pompe à vélo qui vous permet d'avancer le coup d'après. Parce que si vous n'avez pas ça, avec la chaleur développée, vous ne pourriez pas en fait retirer le piston. Là, c'est exactement ça la titine. C'est une espèce d'énorme poutrelle qui permet en fait de mettre les protéines qu'on appelle le sarcomère, c'est-à-dire en fait le moteur, ce qui permettra la contractilité de la myosite, l'actine et la myosine. Et ça permet de les ancrer, et c'est ce filament ici rouge, et qui donne la rigidité ou la souplesse de vos cardiomyocytes, et donc c'est essentiel pour qu'ils puissent se contracter. C'est ça en gros la titine. C'est un gène très très grand, l'un des plus grands gènes en fait qui existent, c'est l'une des protéines les plus grandes qui existent. Et donc du coup avoir des mutations sur la titine, il y en a beaucoup parce que quand vous avez des gènes, forcément, la probabilité d'avoir des variants sur ce gène est beaucoup plus importante. Mais néanmoins, c'est vrai que vous voyez que c'est du coup physiopathologiquement logique de se dire peut-être ces gens qui ont déjà un petit déficit là, si en plus ils ont sur le missile, bah, il y a effectivement quelque chose qui va ressortir. Mais voilà où on en est aujourd'hui sur l'état de l'art en février 2020. Vous voyez qu'on n'est pas en fait excessivement avancé, on n'a pas beaucoup plus d'explications. Ce qui est joli aussi dans ce papier, c'est qu'ils ont pris du coup des souris qui sont porteurs de ce variant, ils ont traité la leucuricine, et vous voyez qu'entre le bleu, les souris sauvages et les souris qui sont porteurs de ces variants tronqués, vous avez effectivement une sensibilité accrue aussi dans ce modèle-là et une plus forte prédisposition à faire une dysfonction ventriculaire pour un constat de leucuricine. Alors je vais finir là-dessus. Peut-être que le futur ce sera simple, ce sera génial, on pourra faire de la génétique couplée à la reprogrammation dans des IPS. C'est le papier, à la fin ils ont proposé en fait le plan. Peut-être que ça va pas être comme ce soir et à la fin de la journée qu'on va réussir à faire ça. Vous avez vu que c'est quand même. Mais bon, on sait jamais, peut-être des techniques. Mais la technologie est là. Voilà, la technologie est là. L'explication, on ne l'a pas de manière ferme. J'aurais pu vous parler des immunothérapies. Est-ce qu'il y a plus de maladies immunes, un répertoire lymphocytaire sous-jacent différent? Bah oui, peut-être, c'est tout à fait juste. J'aurais pu vous parler des inhibes, etc. Mais le concept va être toujours le même, mais malheureusement les informations sont un peu parcellaires, avec donc des facteurs liés aux médicaments traitaires, ça on peut les prendre en charge, des facteurs liés au risque de base des patients, et puis des facteurs génétiques sous-jacents qui sont un petit peu plus difficiles à prendre. Voilà, bon, merci.